Bonjour, alors je te propose ici de compléter la formulation mathématique de la force magnétique de Laplace qu'on a vue dans la séquence précédente. C'était la séquence numéro 1, la séquence introductive consacrée à la force de Laplace. Alors, où est-ce qu'on en était arrivé dans cette séquence introductive? Rappelle-toi, on était parti de la formule d'Ampère pour la force magnétique entre courants parallèles. Et on avait identifié dans cette formule l'expression du champ magnétique qui lui avait été introduit par Faraday comme étant le champ de force responsable de cette force magnétique. Alors on le sait bien, le champ magnétique n'est plus vraiment un champ de force puisqu'on voit que la force n'a plus la même direction que le champ magnétique. Mais voilà, donc on en était arrivé ici, et ceci nous a permis d'écrire la force magnétique comme étant le produit de I0L avec B, et ceci, c'était la force magnétique de Laplace. Sous sa forme simplifiée, puisqu'elle ne vaut que pour cette configuration de courant parallèle, pour laquelle on a bien un champ magnétique qui en tout point est perpendiculaire au courant. Alors voilà, en ce qui concerne le caractère vectoriel ici de la force, la direction radiale observée par Ampère, eh bien on peut la traduire, cette direction, en termes de la règle de la main droite, qui consiste à mettre les doigts dans le sens du courant, à les replier vers le champ B, et le pouce à ce moment-là indique la direction de la force, ce que je vais écrire ici, avec la petite main droite et le pouce ici, qui indique la direction de Fm. Voilà, alors on voit que c'est un petit peu du bricolage ici, sur le plan de la nature vectorielle de l'interaction magnétique. C'est un petit peu bancal, puisque le champ magnétique ici apparaît au travers de son module, alors que le champ magnétique est bel et bien un vecteur. Le courant apparaît ici comme un scalaire, alors que le courant a une direction dans l'espace. Il est clair qu'il est aussi de nature vectorielle d'un point de vue mathématique. Ça n'apparaît pas ici. Et puis on voit que le caractère vectoriel de la force apparaît ici avec un petit symbole qui indique que pour trouver la direction de la force, il faut appliquer la règle de la main droite. Il faut reconnaître que ce n'est pas très rigoureux. Eh bien, tu verras à la fin de cette séquence qu'en généralisant cette force magnétique de Laplace, on arrive à quelque chose de beaucoup plus rigoureux. Tu le verras, on arrivera à une formulation qui tient bien compte de la nature vectorielle, non seulement de la force, du champ magnétique, mais aussi du courant. Voilà. Donc voilà, en attendant, que veut dire ici ce caractère vectoriel? C'est la règle de la main droite, qui veut bien dire que la force est perpendiculaire au champ magnétique et au courant. Voilà, c'est une évidence, mais je te le rappelle ici, tu vas voir que ça aura une certaine importance pour la suite. Voilà, alors, avec cette formule, on a déjà pu faire des choses intéressantes. C'est une formule qui ne vaut que quand le champ magnétique est perpendiculaire au courant, j'insiste encore là-dessus. Mais néanmoins, elle nous a permis déjà de faire pas mal de choses. Elle nous a permis, en l'occurrence, de définir le champ magnétique. Avec l'expérience qu'on a vue dans la séquence précédente, d'un simple courant qui passe dans l'entrefer d'un aimant. Ce courant va subir la force magnétique de Laplace, ILB, et ceci nous a permis de définir le champ magnétique comme étant le rapport de la force exercée sur un élément de courant, IL, divisé par cet élément de courant. À condition, bien sûr, que l'élément de courant, c'est-à-dire ici le courant, soit bien perpendiculaire au champ magnétique en tout point du courant. Sinon, ce n'est pas la formule qu'on va obtenir, tu vas voir, on va généraliser ça dans cette séquence. Bref, on a bien pu définir le champ magnétique, et c'est pour ça qu'on a obtenu pour le champ magnétique les unités de Newton sur ampère mètre, ce qui me permet de bien définir ici le Tesla, qui est l'unité du champ magnétique. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu dans la séquence précédente. Maintenant, on va généraliser ça, et pour ça, je te propose une expérience réalisée par Ampère. Voilà, je vais forcément en simplifier la description. Je te propose ceci. Tu vois que le courant, ici, circule le long d'une tige pliée en U. Donc voilà, le courant rentre, il passe ici, et puis il ressort par là.
on va analyser cette situation et pour ça, je te propose de la voir ici du haut. On va faire abstraction de l'aimant supérieur ici, on va le supprimer, on regarde ce qu'on voit, on voit un champ magnétique qui vient vers nous, ce sont les flèches ici qui sortent maintenant du plan de ton écran. Et le courant, lui, il fait son petit parcours comme ceci, et il vient d'ici, il va là, et puis il retourne là, voilà, qu'est-ce que je vois dans cette configuration? Je vois un courant perpendiculaire à un champ magnétique. Ça veut dire que cette petite portion-là, je suis sûr qu'elle subit la force magnétique de la place, sous sa forme vue jusqu'à présent, puisque le courant est dans le plan de l'écran, il est bien perpendiculaire au champ magnétique. Et donc voilà, je mets les doigts dans le sens du courant, je referme les doigts vers le champ B, et je vois que mon pouce tire ici vers la droite, c'est la force magnétique que subit ce petit segment de courant-là. Et puis je vois un courant ici un peu plus long, voilà, qui est horizontal, je mets les doigts dans le sens du courant, je les replie vers le champ magnétique qui sort du plan de ton écran, je vois que mon pouce descend, c'est la force qui est ici, qui est plus grande puisque la longueur ici est plus grande que là. Voilà, et puis je vois ici un courant qui descend, je mets les doigts dans le sens du courant, je ferme mes doigts vers le champ B, et je vois que mon pouce ici tire vers la gauche cette fois-ci. Et puisque la longueur là est la même que là, je sais que les modules de ces deux forces sont les mêmes, elles sont de direction opposée, et donc elles se neutralisent, elles n'ont aucun effet ici sur le déplacement éventuel de cette tige qui véhicule donc le courant I. Donc voilà, je supprime ces forces purement et simplement. Et qu'est-ce que je constate? Eh bien, je constate que la tige subit une force qui a tendance ici à la faire sortir de l'entrefer de l'aimant, et cette force, je peux la chiffrer facilement. Il me suffit de connaître la largeur de la tige que j'ai ici, je vais l'appeler L, bien sûr, de manière à retrouver l'élément de courant I fois L que je vais multiplier par B pour obtenir le module de la force magnétique que subit donc la tige. Là voilà, cette force, elle est là, elle a bel et bien tendance à faire sortir cette tige de l'entrefer de l'aimant. Voilà, alors maintenant ce que je te propose de faire, eh bien, c'est de prendre ce U ici et de l'incliner gentiment comme ceci. Tu vas observer ce qui va se passer au niveau de la force. Voilà, je l'incline et je reviens doucement. Si tu étais attentif, tu as vu que la force ici a varié. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai modifié l'inclinaison ici du courant dans le champ magnétique. Pour le moment, le courant est bien perpendiculaire au champ magnétique. Comme je le représente ici, le courant est dans le plan de ton écran et le champ magnétique est perpendiculaire à ton écran. Si j'incline comme je vais le faire maintenant, sans revenir en arrière, j'incline comme ceci, eh bien je vois que la force a effectivement varié. Et surtout, je vois que l'angle que fait le courant avec le champ magnétique n'est plus un angle droit. Et donc, ça va me permettre d'étudier l'influence de l'angle qui existe donc entre le courant et le champ magnétique. Voilà, on va donc sortir de la description toute simple qu'on a ici, ILB. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la force ici, effectivement, varie, elle dépend de l'angle entre le courant et le champ magnétique. Alors voilà, c'est l'expérience que je te propose d'étudier en détail. Et pour ça, je vais choisir ici un entrefer bien large qui va me permettre de tourner la tige d'un angle quelconque. Je peux, contrairement au schéma qui est ici, je peux tourner la tige ici d'un angle quelconque. Elle pourrait faire un tour complet dans ce bel entrefer que j'ai là. Voilà. Alors pour le moment, qu'est-ce que j'ai? J'ai un courant qui est perpendiculaire au champ magnétique. J'ai donc une force, bien entendu. Une force dans la direction sera donnée par la règle de la main droite. Je mets les doigts dans le sens du courant, je les relève dans le champ B. Je vois que mon pouce tire vers l'extérieur, en dehors de ton écran. La force est bien perpendiculaire à ton écran ici. Voilà. L'angle entre le courant et le champ magnétique, il est de 90 degrés. Alors désolé, je vais parler belge ou suisse. Voilà, c'est 90 degrés bien sûr, l'angle droit, mais je le prononcerai donc comme 90, donc je m'excuse si tu es français ou québécois. Il faudra que tu te familiarises avec ce 90. Voilà. Donc, je suis bien à 90 degrés, j'ai bien un angle droit, donc je sais que le module de cette force est tout simplement donné par ILB. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent.
Et maintenant, on va généraliser la force magnétique de la place en étudiant ce qui se passe quand je modifie cet angle. Et ça, Ampère l'a fait. Voilà, pour obtenir les relations générales d'interaction entre courants. Ampère a effectué cette expérience. On va la refaire de manière un petit peu plus rapide, voilà, et de manière virtuelle, bien entendu. Voilà. Je vais donc commencer par diminuer cet angle. Voilà, et qu'est-ce qu'on observe? On voit une diminution de la force, ce qui veut dire que cette loi-ci n'est plus bonne, puisque I, L et B n'ont pas changé. J'ai toujours le même courant ici, toujours la même longueur, et toujours le même champ, il n'y a rien qui a changé, la seule chose qui change, c'est la géométrie, cet état qui a changé. Et ça, ça signifie que la force magnétique, puisqu'elle a changé quand θ a changé, ça veut dire que la force magnétique est une fonction de θ, ce que je vais mettre ici de façon explicite. Cette fonction de θ à laquelle on va bien sûr s'intéresser ici. Chose importante, le module de la force a bien diminué, mais tu vois qu'il est toujours perpendiculaire au courant et au champ magnétique. Le courant appartient ici au plan de ton écran, le champ magnétique aussi, et la force reste perpendiculaire aux deux, c'est-à-dire qu'elle reste perpendiculaire au plan de ton écran. C'est important d'en prendre conscience, je vais le mettre, parce que ça montre ça, d'une certaine manière, que la propriété qui caractérise l'aspect vectoriel, ici la direction de la force magnétique, ne change pas en fonction de l'angle θ. La force est toujours perpendiculaire à la fois au courant et au champ magnétique. Ce qui est bien écrit ici, courant, champ magnétique. Ok, maintenant ce que je te propose de faire ici, c'est d'étudier cette fonction, comme je te l'ai dit il y a 2 minutes. On va s'intéresser à la façon dont la force magnétique que je vais représenter ici, selon l'axe vertical, dépend de l'angle qui est représenté par l'abscisse ici, donc θ. Voilà, j'ai déjà indiqué quelques degrés ici, je vais passer, je vais d'abord me remettre à 0, je vais diminuer l'angle θ jusqu'à 0 pour commencer là, voilà, j'y vais, je diminue θ jusqu'à 0, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la force diminue, jusqu'à disparaître complètement. On voit que pour θ égale à 0, la force magnétique disparaît purement et simplement. Alors que cette tige subissait une force qui avait tendance à la pousser en dehors de ton écran, maintenant il ne se passe plus rien, elle reste là sans la moindre force. C'est ce qu'Ampère a observé. Voilà, donc quand la tige est alignée, quand le courant est aligné sur le champ magnétique, la force magnétique disparaît, et donc j'ai bien 0 comme module de force, correspondant donc à un angle θ nul. C'est bien ce que j'ai ici. C'est le premier point de mesure. Et maintenant j'y vais, je vais augmenter θ de 10 degrés en 10 degrés. Alors je vais le faire de manière continue, mais j'indiquerai les résultats ici tous les 10 degrés. Voilà pour 10 degrés ce que je vais obtenir, pour 20 degrés, pour 30 degrés, etc., etc. Tu vois que ça monte bien au départ, et puis cette montée a tendance à se saturer. Je vois une courbe, si je relie tous ces points, je vois la façon dont la force magnétique varie en fonction de l'angle θ. Voilà, on voit que ça sature à une valeur que tu connais certainement, tu vois bien que je suis ici à l'angle droit, 90 degrés, forcément je suis dans la situation qui est ici, le courant est perpendiculaire au champ magnétique, et on retrouvera pour la force ici, la force de la place sous sa forme simplifiée qu'on a donc vue jusqu'à présent. Attention, Fm ici désigne bien uniquement ce point-ci, on voit bien qu'en dehors de la valeur de 90 degrés pour θ, on a bien des valeurs plus petites que I, L, B. Voilà, alors on peut comme ça continuer l'expérience, je peux continuer à augmenter l'angle, je peux dépasser bien entendu l'angle droit, et j'obtiens la courbe qui est ici, je m'arrête ici à 180 degrés, et on constate une courbe parfaitement symétrique par rapport à la droite pointillée qui est ici. Voilà, alors peut-être que cette courbe t'évoque quelque chose. Si ce n'est pas le cas, je peux commencer ici par voir ce qui se passe pour 30 degrés. Si je fais l'expérience en mettant 30 degrés entre le courant et le champ magnétique, comme c'est représenté ici, Ampère a mesuré une force qui vaut la moitié de ce qu'elle vaut lorsque j'ai 90 degrés. Le maximum, c'est ILB, et on observe ILB divisé par 2. Voilà, peut-être que ça t'évoque quelque chose. Si ce n'est pas encore le cas, je vais prendre 45 degrés
à 45 degrés, j'augmente θ de 45 degrés, là j'observe que j'ai 0,7 fois ILB comme amplitude de force. 0,7, peut-être que ça t'évoque quelque chose. Si je te dis que 0,7 c'est à peu près 1 sur racine de 2, peut-être que ça t'aide à imaginer ce que représente ici ce graphe, quel est le graphe de la force magnétique en fonction de θ. Si tu ne l'as toujours pas trouvé, je vais proposer encore l'angle de 60 degrés. Pour 60 degrés, je trouve 86% du maximum ILB. 0,86 fois ILB. 0,86, ça ne t'évoque rien. Si je te dis que c'est tout proche de racine de 3 sur 2, peut-être que cette fois-ci, tu as le déclic. C'est probable. Tu as sans doute reconnu ici les valeurs que prenne la fonction sinus, que prend la fonction sinus. Et effectivement, ceci est le graphe de la fonction sinus entre 0 et 180 degrés, et je vais donc l'écrire. Voilà ce qu'a observé donc Ampère. Alors Ampère n'exprimait pas les choses au travers du champ magnétique, je ne vais pas rentrer dans les détails historiques ici. Mais voilà ce qu'on a observé ici, c'est une dépendance en le sinus de θ. Et ça c'est intéressant parce qu'on voit que la force magnétique a une nature, l'interaction magnétique a une nature géométrique quelque part dans le sinus de θ, on a de la géométrie. Par exemple, je peux mettre en évidence ici le sinus de θ, tout simplement en te montrant que c'est la projection de la longueur de l'élément de courant sur la direction perpendiculaire au champ magnétique. On voit bien que le sinus cache quelque chose de géométrique. Et donc ceci révèle quelque chose d'important. L'interaction magnétique a quelque part une nature géométrique. Tout se passe comme si le courant, comme si je pouvais appliquer la formule habituelle, ILB, où L est remplacé par L sinus θ. Et L sinus θ, c'est justement cette projection ici. Tu vois que θ est l'angle ici. Tu as bien ici l'hypoténuse d'un triangle rectangle, avec l'angle θ qui est ici, c'est bien le côté opposé à l'angle, et on a donc bien le sinus. L sinus θ, on le retrouve ici. C'est comme si je pouvais remplacer dans la formule traditionnelle le L par L sinus θ, c'est-à-dire la longueur du courant dans la direction perpendiculaire au champ magnétique. On peut le voir autrement aussi, c'est en gros la longueur qu'occupe le courant dans le champ magnétique. Si je redresse ici, que je me mets à θ égale à 0 pour lequel j'avais 0, je n'ai plus de force. Pourquoi? Parce que le courant ne coupe plus de ligne de champ magnétique. Il n'occupe plus de place dans le champ magnétique. C'est une manière de voir les choses. C'est une manière d'interpréter ici ce sinus θ. On aura l'occasion de revenir là-dessus plus tard, tu vas voir. On comprendra beaucoup mieux ici ce que ce sinus θ vient faire là-dedans. En attendant, on l'observe, on voit qu'il cache une nature géométrique, je dirais, de l'interaction magnétique. Voilà. Alors on va continuer. Bien sûr, ce sinus est tout à fait compatible, bien sûr, avec la formulation de la force de la place qu'on a eue jusqu'à présent. Dans le cas de la perpendicularité, quand θ vaut 90 degrés, le sinus vaut 1, et je retrouve bien sûr ce qu'on a bien sûr quand le courant ici est perpendiculaire au champ B. C'est le ILB qu'on a là. Et voilà, et maintenant je peux continuer, je peux explorer cette branche-là. Je vais aller jusqu'à 120 degrés maintenant. À 120 degrés, le sinus de 120, c'est racine de 3 sur 2, c'est l'équivalent de ce que j'avais pour 60 degrés, ça se voit tout de suite ici. Je peux passer maintenant à 30 degrés de plus, je vais aller à 150 degrés, et je trouve IL', c'était l'équivalent ici de ce que j'avais pour 30 degrés. Et puis finalement, je vais aller jusqu'à 180 degrés, et à 180 degrés, je retrouve 0, le sinus de pi, ou de 180 degrés, c'est bien 0. Et voilà, on voit de nouveau que le courant n'occupe pas de place quelque part dans le champ magnétique. Il ne coupe pas de ligne de champ magnétique. Si je l'idéalise, bien sûr, le courant, ici, je vais le supposer infiniment mince, il ne coupe pas de ligne de champ magnétique, et donc j'ai bien 0 comme force. Voilà, je vais continuer, bien sûr, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin, je vais augmenter l'angle encore de 30 degrés, et je vais prendre comme angle entre le courant et le champ magnétique, je vais cette fois-ci prendre
210 degrés, j'ai oublié de dire que la force magnétique disparaît pour 180 degrés, c'est un détail. Voilà les 210 degrés maintenant. Alors ça paraît un peu bizarre parce que je croise le courant lui-même ici. Hein, ceci, c'est 210 degrés, c'est bien l'angle entre la direction du courant et le champ magnétique qui est là. C'est bien 210 degrés, c'est-à-dire 180 plus 30. Voilà, on se demande si ça pose un problème, et puis tout à coup on réfléchit à la fonction sinus, on se demande ce qui se passe après 180 là, et on se rappelle que le sinus continue ici vers des valeurs négatives. Et là, on est embêté bien sûr, parce que pour 210 degrés, on trouve une force qui est négative, ce qui ne veut rien dire, puisque Fn ici est supposé représenter bien sûr un module de force. Donc on tombe sur une difficulté. Et puis on se penche ici sur ce petit schéma, on réfléchit, on se dit quel est l'angle entre le courant et le champ magnétique. Est-ce que c'est réellement 210 degrés? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas dire que l'angle est plutôt l'angle complémentaire que j'ai ici, hein, c'est-à-dire 360 moins 210, c'est-à-dire 150. Effectivement, je peux le voir comme ça. Mais donc voilà, on voit qu'il y a une ambiguïté pour définir l'angle entre deux directions dans l'espace. On voit apparaître une ambiguïté. Je pourrais dire que l'angle entre le courant et le champ magnétique, c'est 210 degrés, ou bien que l'angle entre le courant et le champ magnétique, c'est 150 degrés. On voit une petite difficulté ici, hein, que je vais tenter de clarifier ici pour une situation encore plus claire. Je vais augmenter l'angle ici, hein, de 210 degrés, je vais l'augmenter à 270 degrés. Comme ça, on va retrouver une situation confortable d'un courant perpendiculaire au champ magnétique. Hein, donc voilà, j'ai bien 270 ici, et 270, le courant va vers la gauche cette fois-ci, et 90 bien sûr pour compléter, 270 plus 90, ça fait bien 360. Voilà. Pour cette situation, effectivement, hein, j'ai une ambiguïté. Est-ce que c'est 270 degrés que je dois considérer? Auquel cas, je me retrouve ici avec moins ILB comme force, ce qui n'a pas de sens, hein, qu'est-ce qu'une force négative? Ou bien je me retrouve avec ILB comme je l'avais pour 90 degrés. Alors précisément, hein, cette ambiguïté de la notion d'angle entre deux directions dans l'espace, je pouvais la voir en fait dès le départ quand j'ai traité 90 degrés. C'est ce que je vais te montrer maintenant. J'aurais pu très bien dire que la direction entre le courant et le champ magnétique, c'est pas 90 degrés, mais c'est 270 degrés. Hein, donc en réalité, cette ambiguïté elle existait depuis le départ. Je suis aussi là devant quelque chose pour lequel le sinus me donnera une valeur ou bien la même valeur avec un signe au moins. Voilà. Alors comment résoudre ça? Hein, il faut bien comprendre que si on en est arrivé là, c'est peut-être parce qu'on s'est laissé embrouiller par les mathématiques. Hein, quand tu tombes devant une difficulté comme ça d'interprétation mathématique, le meilleur réflexe à avoir, c'est de considérer la physique qu'on est en train de décrire. Et donc je vais ici représenter un champ magnétique dans lequel est plongé un courant. Je vais prendre le cas de la perpendicularité, comme je suis en train de traiter ici. Et voilà, et qu'est-ce qu'on a fait pour avoir la direction de la force, puisque c'est à la force qu'on s'intéresse, on a appliqué la règle de la main droite. Et en appliquant la règle de la main droite, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout d'abord défini le plan commun aux deux directions. J'ai la direction du champ magnétique, la direction du courant. Ça définit un plan que tu vois dans cette perspective. Dans ce plan, tu as balayé les doigts depuis la direction du courant jusqu'à la direction de B, et ton pouce indique la direction de Fm. Ça, c'est l'application de la règle de la main droite. Et en faisant ça, tu vois qu'on a suivi l'angle ici, le plus petit, entre le courant et le champ magnétique. Mais pourquoi est-ce que j'aurais pas pu faire l'inverse, a priori? Pourquoi est-ce que j'aurais pas pu dire, j'applique la règle de la main droite en mettant les doigts dans le sens du courant, et puis je ferme les doigts dans le sens du champ magnétique. Et tu vois que mon pouce tire dans l'autre sens. Et ça, bien sûr, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'une force magnétique qui irait par là ne correspondrait pas à la réalité physique observable telle que Ampère l'a observée, puisqu'un champ magnétique qui va par là correspond à un courant qui va dans ce sens-là, règle de la main droite. Tu es d'accord? Le champ magnétique va par là et nulle part ailleurs. Donc voilà, et on voit bien que deux courants, comme Ampère l'a dit, deux courants opposés doivent se repousser.
Donc je ne peux pas utiliser la règle de la main droite en utilisant le grand angle que j'ai ici de 270 degrés. Je dois prendre les 90 degrés qui sont là, simplement. Voilà, c'est tout simple. Je vais donc ici confirmer que la règle de la main droite s'utilise toujours en utilisant le petit angle qu'on a entre les deux directions qui permettent d'obtenir donc la direction de la force. Donc voilà, conclusion. On ne va pas faire la règle de la main droite. Avec le grand angle, on peut laisser tomber les grands angles ici de 270 degrés. Il ne resteront donc plus que les angles de 90 degrés. Et là, je vais appliquer la règle de la main droite. Et tu vois qu'il n'y a aucun problème. J'ai bien une force ici qui va rentrer dans le plan de ton écran. Et cette force aura pour module ILB, bien sûr, puisque je suis à 90 degrés. ILB, mais elle est dans l'autre sens que ce que j'avais ici. On a bien un courant qui ici va vers la droite, qui engendre une force qui sort du plan de ton écran, ici le courant vers la gauche, et la force rentre dans le plan de ton écran. Ce qui est tout à fait logique. La différence entre cette situation-là et celle-là, eh bien, je vais l'obtenir tout simplement en renversant le courant. Et en renversant le courant, le courant va aller vers le haut, il est parallèle à celui-là, et là, Ampère a bien montré que la force magnétique est attractive. Si j'applique la règle de la main droite avec un courant qui monte, je referme les doigts vers B, j'ai bien mon pouce qui va par là. C'est bien ce que j'observe ici comme différence avec là. Des courants opposés vont toujours subir des forces magnétiques opposées et égales en module. Voilà. Conclusion, on peut laisser tomber ici toute cette discussion sur les angles négatifs, il n'y a aucun problème. Puisque l'angle maximum qu'on peut avoir entre deux vecteurs, c'est 180 degrés. Et si tu ne crois pas que c'est vrai qu'on peut dépasser 180 degrés, eh bien tu te trompes, parce que tu pourras toujours définir cet angle comme étant ici le plus petit angle entre les deux, et c'est bien ça qu'il va falloir appliquer. Et donc c'est ce que je vais confirmer ici, je vais remplacer la perpendicularité ici par la règle de la main droite, qu'on peut donc confirmer maintenant pour tout angle θ. Et c'est donc ce que je fais maintenant. Voilà. Pour tout angle θ, je peux appliquer la règle de la main droite. Je mets les doigts dans le sens du courant, je les ferme vers B. Et c'est là que je suis content de ne pas avoir la règle des 3 doigts, parce que je dois mettre le pouce dans le sens du courant. Et le champ B ici apparaît toujours perpendiculaire au courant. Et alors que tu vois bien que ça peut ne pas être le cas, je devrais diminuer l'angle que j'ai entre l'index et le majeur, et à ce moment-là, on finit par ne plus rien voir. C'est pourquoi je conseille toujours d'appliquer la règle de la main droite, les doigts dans le sens du courant, on les referme vers B, et on obtient le pouce dans la direction de la force. Voilà, on confirme donc cette loi pour tout angle θ, et le module de la force a bel et bien changé, il est proportionnel au sinus de cet angle. Voilà, et je vais donc regrouper ces deux formules, et ça, eh bien, c'est ce qu'on appelle la forme généralisée de la force de Laplace. Alors, j'ai pas bien compris pourquoi on appelle ça la force de Laplace. Je pense que c'est juste en hommage à Laplace qu'on l'a appelé comme ça, parce que, voilà, tout simplement, Laplace est mort en 27, alors que Faraday a commencé à introduire le champ dans les années 1830, donc il y a peu de chances que Laplace ait touché à cette loi. Mais voilà, donc on va dire que c'est en hommage à Laplace qu'on l'appelle la force de Laplace. Alors pourquoi en hommage? Eh bien parce que Laplace était un grand génie mathématique qui avait l'énorme mérite de s'intéresser aux expérimentateurs. Et notamment, il s'est intéressé aux travaux de Biot et Savart, et il les a aidés à formuler ce qu'on appelle la loi de Biot et Savart, une loi qu'on découvrira bientôt. Voilà, c'est ce qu'on va appeler la loi de Biot et Savart, qui était formulée en réalité par Pierre-Simon Laplace à la toute fin de sa vie. Voilà, on découvrira ça plus tard. Donc voilà, maintenant je vais terminer cette séquence en te parlant d'une formulation mathématique. Ici, on a une formulation mathématique qui, il faut le reconnaître, est assez bancale. On voit une loi de force qui s'écrit en deux lignes avec quelque chose ici qui est franchement pas confortable. Le module de la force, ça va, c'est acceptable, c'est le produit de l'élément de courant avec le champ magnétique, le tout multiplié par l'angle qui sépare le courant du champ magnétique. Ok. Mais par contre, ici, le caractère vectoriel, on applique la règle de la main droite entre le courant et le champ magnétique. C'est pas
très élégant comme façon de procéder. Alors ce que je vais te proposer ici, eh bien, c'est une formulation mathématique tout à fait élégante et surtout extrêmement efficace. C'est une approche mathématique qui a été initiée par Hermann Grassmann, un scientifique allemand, comme tu vois, du 19e siècle, et qui a été relayée ensuite par Willard Gibbs, un scientifique américain, donc un peu plus tard, c'était relayé par Willard Gibbs. Et ce qu'a donc introduit Grassmann, eh bien, c'est la notion de produit vectoriel. C'était un peu plus compliqué au départ, c'est ce qu'il appelait le produit géométrique, mais tout a été repris par la suite par Willard Gibbs qui a formulé les choses de façon plus simple au travers du produit vectoriel. Le produit vectoriel, qui est, comme son nom l'indique, un produit qui implique deux vecteurs. On va multiplier deux vecteurs entre eux, alors fais attention, ce n'est pas le produit scalaire de deux vecteurs, c'est le produit vectoriel. Et si je te mets cette image ici, eh bien, c'est pour te signaler que le produit vectoriel a été développé donc sur Wikipédia. N'hésite surtout pas à aller voir les séquences qui y sont consacrées. Parce que le produit vectoriel va prendre une importance considérable en électromagnétisme, comme c'est illustré ici, avec la radiation d'une antenne qu'on peut caractériser au travers de ce petit produit vectoriel entre le champ magnétique et le champ électrique. Tu le vois ici, le produit vectoriel qui est utilisé ici dans le contexte de la mécanique et de la mécanique des fluides pour décrire notamment les tourbillons. Ici, dans le domaine du magnétisme, puisque ceci est un moteur magnétique qui se base sur la force de la place, qui est ici une drôle de tête, mais qui contient ce produit vectoriel, comme on va le voir dans quelques secondes. Juste une dernière remarque par rapport à ça. Grassmann a introduit le produit vectoriel pour décrire la géométrie au travers des vecteurs. Grassmann a véritablement développé une algèbre vectorielle et il a inventé donc ce produit vectoriel qu'il appelait au départ produit géométrique. Voilà. Alors en quoi ça consiste finalement ce que Grassmann a proposé? Eh bien, ça consiste ici à définir un vecteur qu'on va appeler l'élément de courant. Et pour ça, je définis le point initial du courant, le point final du courant, et je vais prendre ici le vecteur qui va du point initial au point final. C'est un vecteur qui s'inscrit dans l'espace. Il a donc une certaine longueur, qui est la longueur L qui est ici. Voilà, et il a la direction du courant. En fait, ce vecteur traduit ici la trajectoire des particules qui constituent le courant. Voilà, si je fais ça, je peux forcément décrire ce vecteur dans un repère cartésien. Il aura donc des composantes. Si je connais l'élément de courant, je connais le point initial, je connais le point final, je pourrais calculer ces composantes. La composante en X ici, c'est la projection ici. Si je suis dans le plan z égale à 0, c'est tout simplement la projection qui est là. C'est des vecteurs, c'est un vecteur tout à fait classique. Ok, voilà, comme je le disais, le module de ce vecteur, c'est la longueur L qui est ici, donc inutile de mettre L ici, puisque cette information se trouve ici dans ce vecteur L, avec la petite flèche au-dessus, c'est le vecteur qui est là. Le module de ce vecteur, c'est L, et donc voilà, puisqu'il contient cette information, je vais supprimer ici L. Je peux écrire aussi le vecteur comme un triplet de nombres, comme je l'indique ici, bien sûr. Je peux utiliser les vecteurs de base, ou les triplets de nombres, c'est forcément évident. Donc voilà, je disais que L est cachée, cette information sur la longueur est cachée dans le vecteur, c'est le module de ce vecteur. Ok, maintenant je vais multiplier ce vecteur par le courant, je viens mettre le courant ici, et là j'ai l'élément de courant avec sa nature vectorielle. Et ça, une fois que j'ai le vecteur L, il me suffit de multiplier chacune de ces composantes par I pour obtenir les composantes de l'élément de courant. Ça ne présente aucune difficulté puisque I est un scalaire, c'est une évidence. Voilà, et cet élément de courant, il me permet de donner au courant sa nature vectorielle. Pour le moment, je n'étais pas très à l'aise ici puisque je suis en train d'appliquer la règle de la main droite à un scalaire. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc je vais vite réparer ça en multipliant ici par L. C'est l'élément de courant qui compte. Et la règle de la main droite, elle se fait en mettant les doigts dans le sens de l'élément de courant et en les refermant sur B pour avoir donc la direction de la force magnétique. Voilà. Et maintenant, tu vas voir ce qui va se passer. On va tout simplement écrire ces deux lignes en une seule. C'est ça qu'a proposé Grassmann.
Alors ça semble idiot, ça semble simple. Je vais tout simplement dire que Fm, eh bien, c'est le produit de l'élément de courant avec B, et je vais appeler ce produit le produit vectoriel. Et tu vois que sa notation ici est une croix, comme le signe fois. On va dire que c'est l'élément de courant vectoriel B. On dit aussi IL croix B, hein, quand on n'a pas envie de dire vectoriel, qui est en 3 syllabes, on dit juste IL croix B. Voilà, et ce produit vectoriel, tu ne dois absolument pas y voir quelque chose de compliqué, c'est juste une notation compacte de ce qui est écrit ici. Hein, ce qui veut dire que quand tu as un élément de courant plongé dans un champ magnétique, avec des directions quelconques pour l'un et l'autre, tu vas recevoir comme vecteur force sur cet élément de courant le produit de IL croix B, IL par B, IL vectoriel B, et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire ça. C'est juste une notation compacte et élégante de ça. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que Fm est donné par la règle de la main droite, c'est-à-dire que Fm sera perpendiculaire à la fois à l'élément de courant et à B, comme c'est indiqué ici. Et la direction sera bien sûr donnée par le pouce de la main droite, hein, forcément. Voilà, et le module de Fm, eh bien, il est donné par la loi de Laplace généralisée. Le module de ce vecteur, c'est-à-dire la longueur ici en newton bien sûr, sera donné par ILB sinus θ. Des newtons par ampère mètre fois des ampères fois des mètres, ça me donne bien des newtons, sachant que le sinus, forcément, n'a pas de dimension. Voilà. Donc, j'ai bien le module ici, avec θ bien sûr, qui est l'angle entre le petit angle entre la direction de l'élément de courant et du champ B. C'est l'angle θ qui est ici. Surtout, ne prends pas l'autre angle, hein, bien sûr. Voilà, on a bien compris ça. Alors, tu vas me dire à quoi ça sert? Ça nous fait une belle jambe de dire ça. D'accord, c'est plus élégant. Mais voilà, est-ce que c'était réellement bien nécessaire? On comprend très bien les choses avec ça. Eh bien oui, c'était nécessaire parce que avec ce produit vectoriel possède des propriétés mathématiques qui sont extrêmement commodes dans la théorie de l'électromagnétisme. Juste pour te donner une idée, je peux décrire tous ces vecteurs dans un repère cartésien. Chacun de ces vecteurs aura des composantes en x, y et z, forcément. Et ce produit vectoriel, comme l'ont montré Grassmann et Gibbs, eh bien, peut se calculer à l'aide de ce petit tableau qu'on appelle un pseudo-déterminant. Voilà, tout ça est décrit dans les séquences de Wikipédia consacrées au produit vectoriel. Je ne vais pas aller très loin ici. Hein, pour te donner une idée, la composante en x du vecteur Fn, c'est-à-dire ce vecteur-là, tu vois que j'ai ici les composantes de l'élément de courant, les composantes du champ B, c'est comme ça qu'on va traiter mathématiquement ce produit vectoriel. Eh bien, la composante en x, on va l'obtenir en prenant un x ici et en prenant le petit carré de nombre que j'ai ici. En opposition à un x, et je vois que j'ai ILY fois BZ comme composante, moins ILZ fois BY. Voilà ce que j'obtiens. Alors ça semble compliqué, hein, mais grâce à ce petit tableau, on peut comme ça retrouver les trois composantes en x, en y et en z avec ce type de règle. On va faire ILY fois BZ moins ILZ fois BY, comme c'est écrit ici. Voilà. De toute façon, ceci n'est pas ultra important. Ce qui est important, c'est ce résultat final. Ce résultat final qui est la loi de force de Laplace, qui exprime bien la nature vectorielle complète, hein, de l'interaction magnétique. Le champ magnétique apparaît comme un vecteur, l'élément de courant apparaît comme un vecteur, et forcément la force apparaît comme un vecteur. Alors voilà, c'est la force de Laplace. Alors, on appelle ça la force de Laplace en fait uniquement dans le monde francophone. En réalité, dans d'autres pays, on l'appelle souvent la force de Grassmann plutôt. Voilà. Donc c'est ici que se termine cette séquence. Je le répète, n'hésite surtout pas à aller voir les séquences consacrées aux produits vectoriels. Ce te sera très très précieux pour la théorie de l'électromagnétisme. Voilà, je te remercie pour ton attention et te dis à très très bientôt.